Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Le très attendu projet de loi de finances 2021 a été présenté aujourd'hui par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration. Dans son exposé, Mohamed Ben Chaïboun a insisté sur le contexte très difficile dans lequel ce PLF a été élaboré, surtout que la situation sanitaire est en dégradation depuis plusieurs semaines, malheureusement. Parmi les annonces phares, on retiendra une enveloppe de 14,5 milliards de dirhams consacrée à l'application des directives royales en ce qui concerne le plan de relance économique et la couverture sociale généralisée, dont 10 milliards en faveur des entreprises en difficulté. Et 5 milliards de plus, 5 milliards de dirhams de plus pour les budgets des secteurs de la santé et de l'enseignement. Et la semaine dernière, l'Alliance des économistes istiqlaliens avait fait ses propositions dans le cadre justement de ce PLF. Nous en discutons avec le président de cette alliance, Abdellatif Mazouz, et ce sera donc en première partie de Questions Éco. En seconde partie, il sera question de dossiers chauds du secteur de l'immobilier. D'abord un état des lieux et puis ensuite nous discuterons des réformes en suspens et surtout des réformes urgentes. Ce sera avec Rachid Boufous, architecte urbaniste, membre du Conseil national de l'Ordre des architectes. Bienvenue à tous. Les propositions de l'Alliance des économistes istiqlaliens pour le projet de loi de finances est un sujet de Ala Benani. Réanimer l'économie, booster l'emploi et ne pas malmener le pouvoir d'achat des Marocains. Ce sont là les grandes lignes des recommandations de l'Alliance des économistes istiqlaliens dans le cadre du projet de loi de finances 2021. Pour les économistes du parti de l'Istiqlal, le gouvernement devra sans plus attendre mettre en œuvre le plan de relance des 120 milliards de dirhams annoncés par le monarque. Concrètement, cette somme devrait atterrir dans les fonds propres des entreprises ravagées par la pandémie afin de créer des emplois. Face à un taux de chômage qui a bondi à 12,3%, soit environ 1,5 million de sans-emploi, l'Alliance appelle à une mobilisation des investissements dans des projets créateurs de revenus durables. L'Alliance istiqlalienne insiste sur le fait que les entreprises doivent être exonérées de tout droit et taxes des apports des associés. Idem pour les TPE qui devraient avoir un meilleur accès au marché public et être accompagnés dans l'inclusion financière des opérateurs non éligibles au crédit bancaire. Pour ce qui est de l'informel, les économistes istiqlaliens proposent une amnistie fiscale et sociale et insistent sur la nécessité de généraliser la couverture sociale pour maintenir le pouvoir d'achat. Les analystes estiment que les dépenses réelles des ménages vont baisser de 5,6% en 2020 contre une croissance de 2,5% en 2019. Autre recommandation sociale, faciliter l'accès au logement en exonérant les acheteurs des différents frais du crédit immobilier. L'exonération fiscale pour l'Alliance devra concerner principalement les personnes à faible revenu et les dépenses de santé. Les économistes de l'Istiqlal entendent par ces recommandations regagner la confiance des citoyens marocains, soulager les entreprises endettées à effectifs réduits et surtout accélérer la reprise de l'activité économique. Et avec nous depuis Casablanca, le président de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Bonsoir Abdellatif Mazouz. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a des points en commun entre le projet de loi de finances 2021 présenté aujourd'hui par le ministre de l'Économie et des Finances et les propositions, les recommandations de l'Alliance ? Écoutez, je commencerai par dire d'abord que l'Alliance des économistes istiqlaliens a suivi avec toute la préoccupation et tout l'intérêt que nécessite cette situation justement depuis le déclenchement de la crise. On le faisait régulièrement, mais depuis le déclenchement de la crise en mars dernier, nous avons intensifié nos communiqués et nos propositions, partant de notre rôle de force de proposition, partant aussi de notre devoir de contribuer à des idées qui peuvent donc permettre à notre pays de sortir au plus vite de cette crise, ou du moins d'en atténuer les effets. Donc, dans ce cadre, nous avons suivi de près ce qui a été... D'abord, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le discours de Sa Majesté, puis nous avons également suivi ce qui a été dit par le gouvernement à travers les sorties des différents ministres. Et donc, aujourd'hui même, donc, nous avons pris connaissance
de ce qui a été présenté par le ministre au Parlement. Donc notre communiqué de la semaine dernière, qui est venu avant la sortie du ministre et avant même celle de la CGM, du patronat, avait comme, voilà, comme vous venez de le dire dans votre édito, un objectif principal, c'est éviter la défaillance des entreprises ou réduire le plus possible cette défaillance, sauver les emplois, parce que si on ne sauve pas les emplois, qu'on les perd, il y aura du chômage et on va perdre des compétences et donc c'est difficile à reconstituer après et on va créer un problème social. Et bien sûr, alléger les charges qui amputent le pouvoir d'achat des citoyens et en améliorer la portée en veillant à la dignité de ces citoyens. Donc ça, c'est les principaux objectifs. Nous comprenons que la situation soit très difficile. Nous le comprenons, on n'est pas dans la surenchère par rapport à cette question. Par contre, nous ne comprenons pas qu'il n'y ait pas plus d'ingénierie pour dépasser cette situation. Et c'est dans ce sens que sont venues nos propositions. Nos propositions qui comme vous l'avez souligné, et donc vous êtes même entré dans des détails, je vous dirais que, on sait que la relance, c'est d'abord une demande. Il faut créer de la demande pour l'entreprise, pour que l'entreprise puisse produire, vendre et créer des emplois. Donc, et cette demande peut venir de l'investissement, donc de l'investissement public et de l'investissement privé. Donc, il faut créer cet investissement, le stimuler. Et pour le cas de l'investissement public, il faut budgétiser de l'investissement et plus d'investissement, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Le premier levier, c'est la demande. Le deuxième levier, c'est un financement audacieux pour faire face à tout ça. Donc, ça ne va pas venir tout seul. Donc, mais justement, Abdelatif Massoud, je me permets de vous interrompre. En ce qui concerne cette question de financement, le ministre, dans sa présentation aujourd'hui, a évoqué de nouveaux mécanismes de financement, des mécanismes innovants de financement de cette économie et ce partenariat public-privé qui devrait être réactivé. Comment, selon vous, sachant que ce sont des chantiers qui ont commencé depuis plusieurs années maintenant, est-ce que vous pensez que, effectivement, le fait que nous sommes en train de vivre ces temps difficiles et assez inédits va faire que ces chantiers vont être déclenchés et effectifs et efficients pour financer notre économie? Il faut déclencher les chantiers et chercher les financements ou prévoir les chantiers pour prévoir les financements et déclencher tout ça. Ce qui a été annoncé pour l'instant avec beaucoup de satisfaction, c'est la mise en œuvre, en tout cas de la protection sociale telle qu'elle a été annoncée par Sa Majesté dans son dernier discours et avec un budget de 14 milliards sur 2 années. Absolument. Donc ça, c'est très important. De même que peut noter avec satisfaction, même si ce n'est pas énorme, mais l'augmentation de 5 milliards pour les 2 budgets de l'éducation et de la santé et la création d'à peu près 24 000 emplois dans les 2 secteurs. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Maintenant, ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce qu'il y a des chantiers qui sont nécessaires pour relancer l'économie, y compris des chantiers qui ont été lancés par Sa Majesté le Roi. Et je cite en particulier le chantier concernant l'eau potable et l'eau d'irrigation 2020-2027 avec un budget de 120 milliards de dirhams et dont on n'a pas entendu parler. Je cite aussi le programme sur les énergies et particulièrement les énergies renouvelables et je cite le programme de Intelaka qui est favorable aux jeunes entreprises et aux startups et qui permet une intégration financière. Ça, j'aurais aimé que la présentation du gouvernement, notamment celle de M. le ministre des Finances, dise qu'est-ce que ces chantiers, comme vous l'avez dit, vont devenir, parce que ce sont des chantiers structurants et des chantiers intégrés et des chantiers qui peuvent permettre justement de relancer la machine économique. Donc nous, en tant qu'Alliance, justement, par rapport à toutes ces observations et en comprenant la difficulté, la très grande difficulté du moment, nous avons fait une série de propositions autour de 3 axes. L'axe 1, c'est sauvegarder les entreprises et préserver les emplois, et vous en avez parlé. Et nous pensons que l'État, en plus des directs, des crédits
qu'elle encourage à travers les banques et à travers la garantie de la CCG, l'État peut envisager des investissements directs dans des projets créateurs de valeur, dans des projets directement producteurs et des projets directement générateurs d'emplois. Et les programmes que je viens de citer sont importants. Deuxièmement, qu'il faudrait sauver les entreprises en difficulté. Parce qu'une entreprise perdue... Il y a une enveloppe de 10 milliards de dirhams qui a été consacrée justement à ces entreprises en difficulté, Abdelatif Mazouz. Oui, il faut qu'on nous dise sur combien de temps, pour quel secteur, mais et nous estimons que cette enveloppe est insuffisante. Elle est insuffisante pour sauver les entreprises et il faut des mesures d'accompagnement en plus du budget qui permettraient certainement de renflouer les fonds de ces entreprises. Il faut des mesures d'accompagnement. Et également, donc l'axe 2, c'est préserver le pouvoir d'achat. S'il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas de demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas la machine économique ne tourne pas. C'est intéressant que vous souleviez justement cette question-là parce que parmi les annonces qui ont été faites aujourd'hui, bien sûr, ce PLF sera annoncé en détail en Conseil des ministres et présenté en détail par le ministre en Conseil des ministres. Mais voilà, il y a cette question des prélèvements des cotisations du régime des pensions civiles qui vont augmenter de 11%. Pour l'année prochaine, passant de 28% aujourd'hui à 39% l'an prochain. D'abord, une réaction à Abdelatif Mazouz, selon vous, est-ce raisonnable pour justement aider ce pouvoir d'achat qui s'effrite à cause de la crise, et notamment celui des fonctionnaires? Écoutez, toute ponction sur le pouvoir d'achat est regrettable en ce moment. Il faut un peu plus d'ingénierie pour trouver des moyens pour surmonter le déficit des régimes de retraite. En tout cas, ça ne doit pas se faire en ce moment au détriment du pouvoir d'achat parce que les pouvoirs d'achat sont déjà très affectés et le marché a besoin de demande et a besoin de pouvoir d'achat. Donc, par rapport à cela, par contre, nous proposons donc tout de suite de mettre en œuvre l'indemnité pour perte d'emploi pour toutes les personnes qui sont touchées par la crise et de la laisser sur les 2 années qui viennent pour justement maintenir ce pouvoir d'achat, pour maintenir cette demande. Comme nous proposons, puisque l'État a arrêté les aides directes frontales qui étaient octroyées pendant les 3 mois du 2e trimestre, c'est remplacer cela par le lancement de chantiers d'utilité publique de proximité et donc qui permettrait aux bénéficiaires de ces aides plutôt de bénéficier de rémunération d'un travail qu'ils vont réaliser dans le domaine de l'électrification, dans le domaine de l'adduction d'eau, dans le domaine de la reforestation, dans le domaine des routes, dans le domaine des travaux donc de proximité, que ce soit dans les milieux urbains ou dans le milieu rural. Donc c'est revenir un peu aux pratiques, mais améliorer de ce qui se faisait jusqu'à présent à travers la promotion nationale. Et 3e et dernier axe, c'est lancer des chantiers d'avenir. Des chantiers d'avenir qui se traduisent par... Ce que vous appelez préparer l'avenir. Alors, comment on peut préparer l'avenir, si vous le permettez, Abdelatif Mazouz, si on n'a pas de visibilité? Nous n'avons pas de visibilité, ne serait-ce que pour les semaines qui viennent ou voire les mois. On ne sait même pas comment cette année pourrait se terminer. Moi, je vous dis, si vous lancez demain un programme d'équipement en énergie solaire à travers les maisons, les administrations, etc. 1, vous préparez l'avenir. 2, vous créez de la demande. Et 3, vous lancez la machine productive dans ces domaines. Si vous faites la même chose pour l'eau potable, et j'ai parlé du programme lancé par Sa Majesté, vous faites la même chose pour la digitalisation, la même chose pour tout ce qui est lié à la santé et à l'éducation, vous formez des gens, vous reformez des gens dans le domaine du digital pour être employables, ça c'est des dépenses immédiates, un travail immédiat, mais apporté à court, moyen et long terme, et donc on prépare à travers cela, et ce sont que des exemples, on prépare l'avenir à travers ça. Donc, puisqu'on parle d'avenir, allez-y, je vous en prie. Donc, quand je regarde un peu ce qui a été
annoncée par le gouvernement à travers l'allocution de ce matin. En plus des 14 milliards, des 5 milliards pour l'enseignement et la santé. Donc, on remarque que l'investissement de l'État va baisser de 10 milliards. Absolument. Entre 2020 mais parce que les recettes aussi vont baisser de 20 à 25 milliards. Les recettes devraient accuser une baisse qui peut aller jusqu'à 25 milliards de dirhams. Oui, c'est encore une fois la réingénierie un peu des équilibres financiers à travers la dette. Il ne faut pas avoir peur de la dette si cette dette est destinée à relancer la machine économique et que cette relance va produire de la valeur et que cette valeur va générer des ressources qui permettront, in fine, de rembourser la dette. Surtout, je dis, ce sont des projets intégrés au niveau de l'économie nationale et donc même le financement peut se faire par la dette intérieure. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire et par ce travail-là, on donnera de la visibilité. Vous avez cité le mot. C'est très important de donner la visibilité aux entreprises et aux investisseurs, qu'ils soient marocains ou étrangers, et de l'assurance, redonner de la confiance aux citoyens parce que nous sommes un des rares pays où la liquidité des banques a diminué. Les gens ont pompé de l'argent, parce qu'ils n'ont plus de confiance. Il faut remettre un peu de la confiance et pour que les gens se mettent un peu à participer au circuit économique. Bien sûr, ce message d'espoir, voilà, cette interview touche à sa fin. Merci beaucoup en tout cas Abdelatif Mazouz, président de l'Alliance des économistes istiqlaliens, d'avoir répondu à nos questions. Passons à présent à la seconde partie de questions. Quelques semaines avant la finalisation et la présentation de ce projet de loi de finances 2021, les professionnels de l'immobilier et de l'urbanisme avaient organisé des réunions en vue de présenter leurs propositions pour un redémarrage rapide de l'activité. C'est un papier de Ala Benani. Touché de plein fouet par les effets de la crise sanitaire, l'immobilier fait l'objet depuis plusieurs mois de débats entre professionnels du secteur afin de concevoir des recommandations pour le projet de loi de finances 2021. Le premier volet porte sur la nécessité de mettre à jour des lois en déphasage avec la réalité et responsable de grands préjudices tant pour les acquéreurs que pour les promoteurs immobiliers. Le second volet est axé sur la simplification des procédures administratives qui devraient être plus rapides qu'auparavant. La lenteur des procédures de délivrance des autorisations est décriée par les promoteurs. Selon eux, la plateforme en ligne rojas.ma, destinée à assouplir le circuit des autorisations à caractère urbanistique, n'a eu qu'un effet limité sur le délai administratif pour la réalisation d'un projet immobilier. À titre d'exemple, le délai de demande d'autorisation est passé de 440 jours avant la mise en service de rojas.ma à 409 jours après, soit un gain marginal de 31 jours. Le nombre total de signatures administratives nécessaires pour toutes les phases de l'investissement immobilier est de 97 contre 135 avant la mise en service de la plateforme. Pire encore, le temps d'attente pour la délivrance de certains documents a même été allongé avec la mise en service de la plateforme en ligne, comme par exemple pour la note de renseignement de l'agence urbaine, un document nécessaire pour l'achat d'un terrain ou pour la demande d'autorisation de construire et dont le délai d'obtention est passé de 3 à 5 jours. Le troisième volet de recommandations est consacré à la stimulation de la demande sur le plan financier. La loi de finances rectificative a à ce propos apporté quelques nouveautés, dont la réduction des droits d'enregistrement qui passe de 4 à 2% jusqu'à fin décembre. Mais les professionnels de l'immobilier continuent de déplorer un coût de financement toujours élevé. Ils attendent une aide étatique et la réduction des taux d'intérêt bancaires pour encourager les acquéreurs. Et avec nous depuis Rabat, Rachid Boufous, architecte urbaniste, membre du Conseil national de l'Ordre des architectes. Bonsoir Rachid Boufous. Bonsoir. Avant d'avoir votre réaction par rapport à ces propositions de la FNPI qu'on vient d'écouter dans ce papier, et toujours dans la foulée de cette discussion qu'on vient d'avoir avec Abdelatif Mazouz sur le PLF, et aussi les recommandations de la CGEM qui ont été présentées ce matin même par rapport au PLF, quid de l'immobilier alors ?
Écoutez, le projet de loi de finances ne pouvait pas être autre parce que c'est un projet de loi de finances qui a été pris en temps de crise. Vous voyez l'incidence de la pandémie du Covid. Aujourd'hui, la crise est mondiale, elle n'est pas simplement marocaine, locale. Donc, elle nous atteint de toutes les façons, cette crise mondiale, par ricochet. Donc, on est obligé de s'y préparer. La loi de finances, c'est qui va être présentée au prochain Conseil de gouvernement est une loi de finances à minima. L'essentiel, encore une fois, je souligne que les secteurs sociaux vont être renforcés, notamment en matière de santé et en matière d'éducation, qui sont aujourd'hui nécessaires. Le gouvernement, je pense qu'il ne pouvait pas faire autre que prendre justement des mesures draconiennes. Les temps futurs seront des temps difficiles, mais je pense qu'on devrait être tous solidaires au Maroc, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, pour qu'on puisse franchir ce pas difficile. Alors, revenons aux propositions de relance élaborées par la FNPI. Qu'en pensez-vous, Rachid Boufous ? Écoutez, aujourd'hui, la FNPI est dans son rôle quand elle décrit justement ces lenteurs administratives pour l'obtention des autorisations de construire, notamment par les systèmes ROHAS, qui est le système de dématérialisation des procédures d'octroi des autorisations de construire et de lotir, qui vient d'être généralisé à tout le Maroc et qui vient d'entrer en vigueur depuis un mois. Effectivement, les investissements dans le secteur immobilier connaissent un frein depuis, bien sûr, le début de cette pandémie et un recul. La FNPI parle d'un recul de 65%. Effectivement, la fédération est prête à réinjecter de l'argent dans le secteur, mais modulo, bien sûr, un certain nombre de dispositions plus à même de faciliter l'obtention de ces autorisations. Bien sûr, qui dit autorisation, plus on obtient les autorisations dans un court délai, mieux les investisseurs sont prêts à injecter de l'argent dans le secteur et plus les acquéreurs accèdent justement aux produits. Donc plus on facilite ces procédures, mieux c'est. La FNPI, elle est même prête à faire un certain nombre d'après ce que j'ai lu dans leur déclaration d'il y a une dizaine de jours, qui sont même prêts à faire un certain nombre d'efforts modulo, des ajustements sur les lois d'urbanisme, par exemple, sur les hauteurs, sur la facilitation de l'obtention des autorisations de construire, sur un certain nombre d'outils administratifs aujourd'hui qui leur permettraient justement de réaliser leur investissement dans les plus courts délais. Mais ne pensez-vous pas que, justement, si cette lenteur des autorisations est là, c'est parce qu'aussi, il y a une bureaucratie, il y a plusieurs étapes avant que cette autorisation ne soit valable, et notamment avec plusieurs acteurs de différentes administrations. Pensez-vous que ce soit réalisable et faisable chez nous au Maroc de limiter le nombre d'intervenants pour que, justement, il y ait moins de délais d'attente ? Tout à fait. Déjà, cette procédure de dématérialisation des autorisations à travers la plateforme informatique ROHAS, déjà, c'est une très grande avancée. Avant, nous étions obligés de nous déplacer dans les administrations et d'imprimer des tonnes de papier et de faire le pied de grue devant les administrations pour qu'on puisse défendre le projet. Aujourd'hui, tout est numérique. Nous soumettons nos projets de manière numérique à travers cette plateforme. Bien sûr, maintenant, c'est une plateforme informatique. Ça dépend des personnes qui sont derrière cette plateforme. Bien sûr, les techniciens, les architectes, l'administration qui est derrière, qui représente les trois principaux acteurs dans la délivrance des autorisations de construire, à savoir la préfecture, la commune et l'agence urbaine. Maintenant, avec ce système ROHAS, au passage, que je dis que c'est un très bon système, hein, il est perfectible, on peut l'améliorer, mais aujourd'hui, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée pour éviter justement ces contacts directs avec l'administration qui causaient tant de préjudice par le passé. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir qu'il y a une traçabilité des décisions. On sait qui délivre quoi, c'est-à-dire les avis qui sont émis sont traçables dans un délai qui est traçable aussi. Ça ne peut être qu'une très bonne chose. Maintenant, encore une fois, je dis,
il faut voir que la bureaucratie qui est derrière la plateforme puisse diminuer. À titre d'exemple, par exemple, aujourd'hui, nous avons les 3 acteurs principaux, étant donné que les sapeurs-pompiers ne font plus partie de la commission d'autorisation, mais simplement la préfecture, l'agence urbaine et la commune qui délivrent les avis. Ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que nous avons les mêmes avis qui sont répétés 3 fois de suite. Nous estimons que sur ces 3 acteurs, il y en a au moins 2 qui sont de trop. Je m'explique. À travers la loi 66/12 qui a été votée en 2016, aujourd'hui, le contrôle des infractions en matière d'habitat et de construction est dévolu au gouverneur et au wali. Nous disons qu'aujourd'hui, celui qui contrôle ces infractions et l'acte de bâtir et le fait urbain doit être celui qui délivre en même temps les autorisations de construire. Donc, si nous avions un seul intervenant, nous pourrions avoir justement plus de facilité dans le dialogue pour passer les projets. Et j'estime aujourd'hui que la prise en main par le ministère de l'Intérieur donc de cette plateforme Rojas et du contrôle justement des infractions en matière de construction est une très bonne chose. Si nous avions un seul interlocuteur, on serait heureux. La multiplication des... Rachid Boufouz, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et je voudrais qu'on évoque avec vous cette question très importante qui est relative aux lois de l'urbanisme et leur réforme qui devient de plus en plus urgente pour qu'on essaye de retrouver une certaine beauté de nos villes, tout simplement. Alors, par quoi faut-il commencer ? On devrait d'abord commencer par la réforme des 2 lois principales de l'urbanisme, c'est-à-dire les 25/90 et les 12/90. Aujourd'hui, elles sont obsolètes, elles datent de 1993. On gagnerait justement à la mettre à jour. On devrait aussi mettre à jour les arrêtés municipaux permanents qui permettent de faire l'instruction des dossiers. Ces arrêtés municipaux datent des années 50. Je pense celui de Casablanca est en cours d'être mis à jour. Je pense que ces lois d'urbanisme sont importantes qu'elles soient révisées pour qu'elles puissent s'adapter à toute l'inventivité en matière urbanistique, en matière architecturale que nous avons rencontrée et remarquée ces dernières années. Aujourd'hui, n'importe quel investisseur ne peut pas venir avec un projet ambitieux et avoir l'autorisation avec les règles d'urbanisme actuelles. Je vous rappelle que la dérogation urbanistique a été mise en veilleuse depuis maintenant 1 an. Et nous n'avons pas d'autre cadre pour pouvoir autoriser les grands projets et les projets ambitieux, y compris ceux de l'INDH. Encore une fois, parce que les documents d'urbanisme ne sont pas disponibles et qu'on doit trouver un système, pas de dérogation parce elle a montré des limites, mais il faudrait peut-être que les documents d'urbanisme actuels, on puisse trouver un nouveau mécanisme de révision annuelle ou biennale pour qu'on puisse permettre aux grands projets d'être instruits et qu'ils puissent se faire. Donc on doit continuer à faire l'investissement, on doit continuer à produire de l'architecture. Vous voyez aujourd'hui, les règles d'urbanisme ont donné le paysage urbain qu'on voit. C'est pas un paysage urbain vraiment très charmant. Il faudrait peut-être revoir tout ça, revoir les règles, donner plus de hauteur, dégager plus de sol pour offrir plus d'espace vert, plus d'espace récréatif, créer des fonds d'investissement locaux pour qu'on puisse encore une fois permettre aux gens de bénéficier d'un certain nombre d'équipements publics, ne serait-ce que des bibliothèques, des médiathèques, des piscines, etc. Donc, il y a un effort à faire en matière réglementaire pour que l'urbanisme devienne un outil dynamique et pas un outil statique comme on le voit maintenant. Merci beaucoup Rachid Boufouz, représentant le Conseil national de l'Ordre des architectes, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.